Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, nouveau rendez-vous de France Culture consacré à l'analyse des récits médiatiques, au décryptage du travail journalistique et même au-delà des journalistes. Nous nous intéresserons à tous les éditeurs, les créateurs de contenu, toutes celles et ceux qui participent à l'opinion publique. Nous parlerons aussi de vous, de nous, de la manière dont nous recevons l'information, du sentiment de défiance qui parfois nous gagne dans un monde toujours plus connecté. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Un an après le meilleur des mondes, et oui, il sera toujours question d'enjeux numériques car ils sont au cœur des problématiques journalistiques. Et pour ce premier numéro, nous parlerons d'intelligence artificielle. Nous essaierons de comprendre comment elle est utilisée au sein des rédactions, dans la presse comme à la télévision, quels sont les contours des contrats entre éditeurs et entreprises de la tech, entre opportunités et peut-être nouvelles dépendances. Nous tenterons de cerner les nouveaux usages des utilisateurs qui s'en remettent volontiers aux agents conversationnels pour s'informer, mais à quel prix? Enfin, la promesse de la fabrique de l'information n'aurait pas de sens sans évoquer la fabrique de la désinformation. Et là encore, l'intelligence artificielle est largement déployée. Voilà le programme, nous sommes ensemble et en direct pendant 1 heure sur France Culture. Et pour cette première, 3 invités de choix. Tout d'abord, Cathy Brem, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'innovation à France Télévisions et rédactrice en chef du site Métamédia que je recommande. Pour vous, les IA ne devraient pas être considérées comme des machines à fabriquer des faits. On aura l'occasion d'y revenir. Avec nous également Louis Dreyfus, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire du groupe Le Monde et c'est vous qui avez négocié les accords entre le journal et OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Vous nous expliquerez les raisons de cette alliance qui a tant fait parler d'elle. Enfin, Bruno Patino complète ce trio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Arte. Vous avez en 2023 copiloté les états généraux de l'information pour penser l'avenir des médias. Et vous êtes par ailleurs un fin analyste des enjeux numériques, auteur de plusieurs essais publiés chez Grasset. Dernière en date, Submersion. Cette émission s'écoute en direct à la radio ou en podcast. Je vous invite d'ailleurs tout de suite à vous abonner. Et elle se regarde aussi sur la chaîne YouTube de France Culture, où Joséphine Reinhardt, qui prépare l'émission à mes côtés, est prête à recueillir toutes vos questions, car oui, cette émission, c'est avant tout la vôtre. Bonjour. Pensez-vous que dans le futur, l'IA va prendre votre travail comme journaliste? C'est une belle question. C'est une très belle question. L'intelligence artificielle générative fait trembler le monde de l'information. ChatGPT et Perplexity dévorent le contenu journalistique, menaçant la visibilité des médias. Face à cette vague technologique, la presse a 2 options, se soumettre ou lutter. Faut-il vendre son âme pour survivre? Un journal, un média français, Le Monde, pas n'importe lequel, vient de passer un accord avec le méchant GAFAM, Microsoft et OpenAI avec ChatGPT. Le New York Times porte plainte contre ChatGPT, enfin plus précisément contre son créateur OpenAI et son principal investisseur Microsoft. Le journal a attaqué en justice la société pour violation de droits d'auteur. La manière dont il organise l'information, c'est un gain de temps énorme. Effectivement, Google ne donne que des liens, mais par exemple pour un travail de journaliste, ça va certainement pas nous remplacer. Enfin, ça va remplacer des très mauvais journalistes. Il y aura toujours besoin de journalistes. On n'envoie pas effectivement ChatGPT ou Gemini en Ukraine ou à Gaza. Mais une chose est sûre, la presse est au bord de l'abîme. Et si l'IA en était finalement l'ultime fossoyeur? Voilà, question grandiloquente en conclusion de ce montage d'ouverture conçu par notre réalisatrice Camille Maty. Cette question, je vous l'adresse, Louis Dreyfus, pour entrer dans le vif du sujet. Avec le groupe Le Monde, vous avez signé un contrat avec OpenAI l'an dernier. Est-ce que c'était une question de survie ? C'était pas l'enjeu. On avait un double enjeu et on s'en était parlé avec Jérôme Fenoglio, le directeur du journal. Le premier enjeu, c'est que l'ensemble de ces acteurs de l'intelligence artificielle cherchaient à absorber ou piller nos contenus ou le contenu de tous les éditeurs. C'est une réalité. C'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils continuent à faire d'ailleurs. C'est ce qu'ils continuent à faire. Vous avez la capacité à leur interdire d'aller chercher vos données. Vous ne pouvez pas pour autant les empêcher de les prendre. Vous pouvez leur empêcher d'aller sur votre pelouse avec un petit écriteau en disant « interdit de marcher sur la pelouse », ça ne veut pas dire qu'ils ne marchent pas sur la pelouse. On appelle le droit d'opt-out, je crois. Oui. Alors, donc là, sachant qu'ils avaient une capacité à absorber toutes nos données, on a choisi avec Jérôme de négocier et d'encadrer l'utilisation de ces données pour avoir 2 choses, c'est être certain
que le cadre nous agrée, et d'autre part, obtenir une juste rémunération. On l'a fait avec un premier acteur qui est OpenAI, donc qui n'est pas Microsoft, hein, qui est OpenAI, qui est l'éditeur de ChatGPT. Si vous dites que ce n'est pas Microsoft, pour que les auditeurs comprennent, c'est parce que Microsoft est un actionnaire, a mis de l'argent, plusieurs milliards de dollars, chez OpenAI. Pour autant, vous pouvez avoir une discussion avec Microsoft sur Microsoft, et puis la discussion avec les dirigeants d'OpenAI, et c'est vraiment deux sociétés séparées. Comme j'entendais dans le montage qu'il y avait une confusion des deux, c'est important de le dire. Et puis, donc ça c'était il y a 1 an et demi, et puis il y a quelques mois, nous avons signé un autre accord avec Perplexity. Qui est aussi une entreprise américaine. Ces deux entreprises ont eu deux mérites. D'abord, d'accepter de négocier avec un éditeur. D'autre part, de rémunérer de manière assez significative cet éditeur. Nous, on y voit un double intérêt. D'abord, vous le savez, tous ceux qui ont des ados autour d'eux savent que les moins de 25 ans se sont emparés massivement de ces outils. Donc il est important pour nous d'être justement référencés par ces outils. Deuxièmement, on a obtenu une rémunération qui est très conséquente. Dont on n'a pas le montant d'ailleurs. Dont on n'a pas le montant parce qu'elle est liée par... Mais vous allez nous le donner d'ailleurs en exclusivité aujourd'hui, mais merci. Ce que je peux vous dire, et ça crée un double précédent pour mes homologues français. D'abord, il y a un acteur majeur de l'intelligence artificielle qui a reconnu de la valeur dans ses contenus puisqu'il paye. Deuxièmement, nous avons tenu, et on est les seuls en la matière puisqu'on était les premiers, à considérer qu'une partie de ces revenus était assimilable à des droits voisins et que, comme le prévoit la loi, nous allions reverser aux journalistes du Monde une quote-part de ces revenus. Et donc ça crée un deuxième précédent. En la matière, nous on considère qu'on a joué notre rôle de pilote ou de pionnier pour que derrière, d'autres puissent signer. Voilà, on a bien compris, mais vous le savez, hein, cet accord qui a été fait l'an dernier a créé la polémique, notamment du côté des syndicats, des éditeurs qui auraient préféré justement qu'il y ait une alliance commune pour aller négocier auprès d'OpenAI. On a reproché du moins au Monde le fait d'avoir fait un peu cavalier seul. Bruno Patino, je crois qu'à l'époque où vous présidiez justement les États généraux de l'information, vous étiez plutôt pour une optique collégiale dans ces négociations avec ces nouveaux acteurs de la tech. On a poussé une optique collégiale, mais je pense que d'abord, il faut revenir sur ce qu'a dit Louis Dreyfus, parce qu'il y a deux choses qui sont, à mon sens, et je pense au sens des gens qui faisaient partie des États généraux, tout à fait justes et tout à fait vraies dans le diagnostic qui est le sien. En tout cas, deux choses que je partage. La première, c'est l'évolution des usages. Quand il dit les moins de 25 ans, les moins de 26 ans, aujourd'hui, s'informent massivement, pas seulement s'informent d'ailleurs avec ces outils, je suis absolument d'accord avec lui. Il faut bien voir que, et c'est pas seulement les moins de 25 ans, moins de 26 ans, je pense que ça s'élargit chaque jour et ça se généralise chaque jour, parce qu'en fait, ça vient en complément d'une tendance déjà ancienne. La tendance ancienne, c'est que ma génération, moi je ne suis pas tout jeune, s'informer, c'est un verbe actif. Je m'informe. Donc, je vais quelque part pour m'informer. Je vais acheter le journal, je vais sur le journal télévisé, je vais j'ouvre mon transistor pour écouter la matinale. Mais pour une génération plus jeune, c'est de plus en plus un verbe quasiment passif. C'est-à-dire, je suis informé. D'ailleurs, dans votre lancement, il y avait comment ça vous atteint, comment vous êtes informé. Et donc, toute une génération qui vieillit petit à petit a pris l'habitude de non pas aller chercher l'info, mais de la recevoir. Et de la recevoir via des outils. Alors des outils, ça pouvait être des moteurs de recherche, des sites comme Google News, des alertes qui viennent des médias. Mais maintenant, l'outil, alors c'est peut-être pas l'outil ultime parce qu'on connaît jamais la fin de l'histoire, mais en tout cas, l'outil qui écrase tous les autres outils dans la vitesse d'adoption, c'est les IA conversationnelles. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans la planète? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Dis-le-moi, est-ce que tu peux me le dire? Et donc, d'une façon ou d'une autre, là où je concours totalement avec ce qui vient d'être dit par Louis Dreyfus, c'est que si les médias, ça peut être Le Monde, ça peut être Arte ou d'autres, ne sont pas correctement référencés par ces interfaces d'utilisation, alors elles peuvent d'une certaine façon être marginalisées de façon extrêmement forte. Et la deuxième, je vais aller beaucoup plus vite, c'est dans l'aspect pécunier. Tout le modèle de l'information jusqu'ici, ça a été un modèle d'exposition. Donc vous êtes payé et rémunéré parce que votre information ou ce que vous produisez est vu et exposé quelque part. De plus en plus, se rajoute une dimension contributive. Vous avez contribué à ce que va faire une IA, à ce que va produire une IA. Et toute la question est comment on rend ce modèle contributif non pas le résultat d'un pillage, comme ça a été dit, mais bien le résultat d'une juste rémunération. Et donc sur ces deux points, je suis en accord total. Après, mais ça c'est au niveau des États généraux qui était une démarche collective, c'est vrai que nous on aurait préféré, mais j'ai pas mon mot à dire, qu'il y ait une démarche, j'allais dire,
collective, parce que je pense qu'on négocie mieux à plusieurs. Maintenant, quand vous êtes le leader, ce qui est le cas du Monde, vous êtes évidemment dans une position totalement différente que ne peut l'être un tout petit journal quelque part pour négocier ces accords. Mais on les comprend quand même quand on est Libération, quand on est Le Figaro, quand on est d'autres médias, de se dire finalement Le Monde a signé avec eux, en reprenant d'ailleurs, vous avez énormément de journalistes qui fabriquent de l'information, mais vous reprenez aussi des dépêches comme tout le monde. Donc on se dit que finalement, avec Le Monde et l'intégralité du Monde, parce que je crois qu'on peut aller, ça va jusqu'aux archives, on aura du mal, nous, Libération, nous, Le Figaro ou autres médias, à faire valoir justement notre contenu. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Cathy Brem, par rapport à ces négociations et puis plus globalement de la difficulté peut-être pour l'ensemble des médias d'arriver à émerger sur ce qui est et ce qui sera sans doute demain peut-être le premier outil pour s'informer, à savoir les agents conversationnels? En fait, ça me rappelle un petit peu l'époque quand on s'est mise sur les réseaux sociaux parce que les gens étaient sur les réseaux sociaux, donc il fallait mettre nos contenus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des nouveaux usages qui sont les interfaces conversationnelles, donc il faut que l'on apparaisse sur les interfaces conversationnelles. Sur les réseaux sociaux, à un moment donné, Facebook mettait en avant l'information de façon très très massive, il mettait en avant les vidéos, d'ailleurs tout le monde faisait son pivot vidéo, toutes les rédactions, et donc on s'est vraiment plié à ces plateformes et à ces nouveaux usages. Aujourd'hui, on a un petit peu la même chose, on nous impose un nouvel usage, une plateforme qui est extrêmement puissante parce qu'elle a le backup de Microsoft, parce qu'en fait, le pivot d'OpenAI vers quelque chose qui veut vraiment massivement s'imposer dans la vie de tout le monde, c'était vraiment au moment où ils ont collaboré beaucoup avec Microsoft. Donc on a ces plateformes-là avec des nouveaux usages qui nous sont plus ou moins imposés. Et donc aujourd'hui, comment doit-on faire pour maintenir notre modèle économique que l'on a? Est-ce que demain, chaque média doit signer avec ces plateformes, avec ces entreprises? C'est pas possible, puisqu'en fait, si on se dit qu'autrefois, il fallait signer, chaque média aurait dû signer avec Google pour apparaître dans le moteur de recherche, pratiquement, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas dans l'intérêt d'OpenAI de le faire. Ce n'est pas leur stratégie, puisque si j'ai bien compris, ils vont voir à chaque fois le leader de chaque pays. Voilà, c'était le cas en Espagne, c'était le cas en Allemagne. Vous êtes le leader. Louis Dreyfus, du moins, votre groupe est leader, et on se dit qu'en ayant le leader, ça suffira totalement pour informer. Maintenant, je comprends très bien votre intérêt à vous de faire émerger vos articles. Je pense qu'il y a plusieurs corrections à apporter. D'abord, sur ces plateformes, ces acteurs américains, ils ont intérêt à conclure des accords. Pourquoi ? Parce que ce sont des plateformes qui sont amenées à lever de l'argent très régulièrement, puisqu'elles sont lourdement déficitaires. Il faut qu'ils puissent démontrer à leurs investisseurs que la base, c'est-à-dire le LLM sur lequel ils travaillent, le modèle de langage, n'est pas constitué que de données qui ont été pillées. Donc ils ont intérêt à pouvoir montrer qu'il y a des accords structurants qui étaient conclus. Une des difficultés qu'ils ont, c'est que les équipes qui sont habilitées à négocier ce type d'accord sont très très réduites. En exemple, sur OpenAI, je crois qu'il y a moins de 4 personnes à l'échelle mondiale capables de discuter avec des éditeurs. Donc vous avez peu de choses. Mais moi je me souviens, je vais vous donner une anecdote pour dire comment ça s'est passé. Il se trouve que Sam Altman est allé à une conférence à Paris Sam Altman, le patron d'OpenAI. Patron et fondateur d'OpenAI, est venu à une conférence en octobre 2023. Je suis allé à cette conférence. À la fin, question ouverte au public. Parmi les quelques entrepreneurs, étudiants, je prends la parole, je dis, moi je me présente, je dis, ma fonction, c'est d'assurer le financement d'une rédaction de plus en plus importante, qui dépend à 73% de nos lecteurs, puisque 63% de nos revenus viennent des abonnements ou des kiosques. Vous nous dites que vous avez besoin, Monsieur Altman, de données très rigoureuses et que vous allez donner accès librement au grand public. Donc pour moi, très rapidement, j'ai un énorme problème de modèle économique. Sam Altman m'avait dit, Louis Dreyfus, je connais le monde, je suis prêt à négocier, nous pouvons ouvrir des négociations. J'étais certain qu'à l'issue de cette conférence, d'autres éditeurs viendraient après moi. J'ai négocié pendant 3 mois, j'ai obtenu un accord. À la fin, avant de signer, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a d'autres éditeurs français qui vous ont contacté, avec lesquels vous négociez? Ils m'ont dit, vous êtes le seul à nous avoir contactés. Donc il y a aussi un principe de réalité. Ce sont des entreprises qui sont prêtes à négocier, qui ont beaucoup de mal avec les syndicats d'éditeurs, parce que vous parliez des syndicats, c'est pas des syndicats journalistes, c'est des syndicats d'éditeurs. Bien sûr. Mais vous voulez dire que justement ce groupement d'éditeurs, pour vous, ne sont pas allés négocier auprès d'OpenAI. Ils sont arrivés trop tard et avec, à mon avis, un registre trop formel qui était un courrier d'avocat. Il faut comprendre que ces plateformes, qui sont des plateformes jeunes, dans syndicats d'éditeurs,
ils retiennent un des deux mots. Et ce n'est pas éditeur. Donc, il faut accepter... Et le mot syndicat, quand tu es une entreprise de la tech, on va dire que c'est plutôt un mot qui est un peu ban. C'est ça, c'est un mot qui fait Exactement. fuir. Donc, il faut être, à mon avis, plus agile, plus mobile que ces grosses associations. Mais moi, je pense que... Et c'est votre intérêt, Louis Dreyfus, de toute façon, que le monde soit finalement... Parce que quand on est nombreux à négocier, on se partage une partie du gâteau. Je ne crois pas, mais en revanche... On se partage une partie du gâteau quand on est mais nombreux. Ce n'est pas mon intérêt. En revanche, je ne peux pas avoir un modèle économique pour le monde qui est détenu maintenant à 75% par une fondation et le reste par les employés, qui dépend du bon vouloir d'un syndicat d'éditeurs. Moi, mon métier, c'est de négocier ce type d'accord, ce qu'on a fait. Mais je pense qu'il y aura d'autres accords et que d'autres plateformes viendront signer ce type d'accord. Alors voilà, on a fait justement un petit tour d'horizon sur le monde et ce contrat avec OpenAI qui est un contrat important, on l'a dit, puisque ChatGPT est largement utilisé par les jeunes et pas que les jeunes pour s'informer. Il le sera sans doute encore demain. Donc évidemment, être présent dans ce moteur de recherche pour apparaître comme étant une source est primordial pour arriver à convertir justement ces curieux vers des futurs abonnés. Vous nous direz peut-être tout à l'heure si ça marche, mais on a la chance aussi d'avoir un autre représentant d'un autre média ici dans le studio qui est Bruno Patino avec Arte. Comment ça se passe du côté de chez Arte? Est-ce qu'il y a aussi des réflexions en cours pour faire des deals, des contrats avec ces nouveaux acteurs? Parce que vous nous avez dit, Bruno Patino, que c'était l'acteur peut-être demain ultime. Donc j'imagine que vous n'allez pas passer à côté. Oui, c'est-à-dire là où je vais peut-être mettre une nuance dans ce qu'a dit Cathy Brem, c'est que je pense que quand on dit on nous impose ces nouveaux outils, je suis d'accord, mais c'est la sociologie des usages qui nous l'impose. Moi, je pense qu'aucun de nous, même le monde, Arte c'est plus petit que le monde, aucun de nous n'est en capacité aujourd'hui d'imposer le comportement aux gens, de leur dire vous vous informerez comme ça. Moi, Louis le sait, j'étais au Monde il y a très longtemps et on avait une discussion parfois avec des collègues du Monde qui disaient il faut forcer les gens à aller en kiosque en utilisant l'internet pour les forcer à aller en kiosque. Peut-être dans un monde idéal on aurait fait ça, mais en même temps on savait bien qu'on ne pouvait pas. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut bien avoir cette conscience-là, c'est-à-dire que pour des tas de raisons, et je peux vous dire quel est le calcul d'Arte, je pense que le recours à un agent conversationnel ou un agent tout court pour se piloter dans l'information, la culture et le divertissement, à mon sens, c'est un recours qui va croître. Pas parce que nous le voulons, pas parce qu'on nous force, mais parce que ces entreprises ont créé des outils tellement efficaces que d'une façon ou d'une autre, on les adopte. Et je me permets de dire ça parce que c'est très important. Et je me souviens qu'en 2007, un patron de journal, et je ne dirai pas lequel, mais ce n'était pas Le Monde, avait été demandé l'interdiction de Google. Et pas de Google News, de Google. En disant, vous comprenez, il faut empêcher les gens de les utiliser. On rentre dans un autre modèle de société. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où vous vous dites, nos contemporains vont utiliser de plus en plus ces outils-là à un moment ou à un autre pour avoir accès à ce qu'on leur propose. Vous avez 3 solutions et vous pouvez les cumuler les 3. La première, vous développez votre propre outil. Ça coûte cher et ça prend du temps. Oui. Mais en même temps, ça vous apprend des choses, parce que vous restructurez vos bases de données, et une forme d'autonomie. Et vous me demandiez, qu'est-ce qu'on fait à Arte? Ça fait 1 an qu'on a lancé un chatbot conversationnel sur notre plateforme. Pour l'instant, en test, pour les gens qui ont un compte MyArte, c'est gratuit, mais qu'on fait croître mois après mois. On vient d'adopter, de parler avec Mistral pour adopter maintenant... Donc Mistral, le champion français effectivement, dans ces acteurs-là. Bon. Voilà. Et donc, oui, donc on peut développer ça. La deuxième chose, c'est des accords spécifiques avec des outils. Moi, je dois dire que... Type Le Monde. Type Le Monde, l'accord Perplexity. Moi, je suis abonné au Monde et je vois bien comment Perplexity apporte une facilité d'usage et d'autres choses sur le site du Monde. Et là, je vais peut-être être un petit peu en désaccord avec Louis. Non, il ne suffit pas d'appeler les gens pour qu'ils soient en train de discuter avec vous. C'est quand vous êtes Le Monde, quand même, le téléphone sonne plus facilement que quand vous êtes un autre média. Pourtant, Louis Dreyfus nous dit que c'était une petite question posée au hasard de conférence, et on pourra pas, comme un étudiant. Et Louis pourra difficilement me démentir, mais en même temps, à sa place, j'aurais sans doute fait la même chose. Donc, je ne suis pas en train de lui reprocher. Et la troisième chose, j'imagine que c'est l'attaque ou c'est ne rien faire? Non, la troisième chose, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, on va avoir, c'est mettre en concurrence. C'est-à-dire que je pense qu'on est au tout début
de ces outils conversationnels et qu'à un moment donné, la qualité des outils, leur coût, leur référencement, leur spécialisation, ce sont des choses qui vont en train d'être se créer. Et donc la troisième chose, c'est pas seulement des accords avec des outils installés, mais c'est peut-être des partenariats avec des outils en train de se créer et un peu spécialisés dans votre domaine, qui apporteront un certain type de compétences, un certain type de confiance ou autre. Voilà. Cathy Brem, et on essaye de faire les trois. En même temps, chez vous, chez Arte. Cathy Brem, quand vous disiez justement on nous impose, peut-être que vous parliez des méthodes d'OpenAI qui proposent un outil un peu de manière brutale. Ouais. Si je peux revenir là-dessus, je ne voulais pas en aucun moment voulait dire qu'on va nous changer les usages des gens. Bien évidemment que non. Quand je disais on nous imposait, c'était à l'époque de Facebook, justement, quand on nous disait tout le monde doit faire de la vidéo, on va les mettre en avant. Et du jour au lendemain, Facebook décide de changer son algorithme et on n'est plus mis en avant. Donc à partir du moment où on se dit qu'on est sur ces plateformes, et ça vient de là aussi, l'envie des médias, et c'était le deuxième pilier, ou le premier pilier, en fait, de vraiment nous-mêmes avoir nos propres plateformes et d'être un petit peu plus maîtres de notre interaction avec nos publics. Donc, effectivement, il faut qu'on travaille en parallèle sur plusieurs axes, et c'est ce qu'on fait à France Télévisions aussi, et de préférence avec cette envie peut-être un peu de souveraineté française, d'où à chaque fois, la troisième fois qu'on évoque Mistral autour de cette table, parce qu'on a en face de nous un outil qui marche parfaitement bien, qui est extrêmement bien fait, qui parle toutes les langues du monde, qui est OpenAI, qui vient des États-Unis, mais on peut lui parler en ukrainien, en chinois, en tout ce qu'on veut, mais avec toute la société et avec toutes les idées qui viennent aussi des États-Unis. Donc, d'où l'idée aussi pour les médias de service public français de s'associer plus à des plateformes qui sont plus proches de nous. D'où la question effectivement de la qualité de cette information qui nous est donnée par cet agent conversationnel un peu omniscient, avec une forme d'anthropomorphisme. Il a une voix, il nous répond, donc il a forcément toujours raison. On s'est amusé avec l'équipe justement de lui poser une question à ChatGPT, donc qui a signé avec Le Monde, de savoir par exemple qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les journalistes à Gaza. On écoute. Flash Info, journaliste à Gaza. La Fédération internationale des journalistes rapporte que plus de 200 journalistes et travailleurs des médias palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, début septembre, alerte sur la mort de 6 journalistes palestiniens, dont 2 femmes, tuées en 10 jours lors de frappes israéliennes. Le média Omni S, fin août, souligne la mobilisation de près de 200 médias et ONG à travers le monde. Il réclame l'ouverture de Gaza aux journalistes étrangers et la protection urgente des reporters locaux. Enfin, Al Jazeera, le 6 août, dénonce que la famine est utilisée comme arme pour réduire les journalistes au silence et empêcher toute couverture indépendante du conflit. France Culture, la fabrique de l'information, François Saltiel. Et justement, l'information, c'est pas tant qu'elle se fabrique, mais elle se redistribue via ces agents conversationnels. On vient d'entendre justement un exemple de ChatGPT qu'on a vocalisé. Louis Dreyfus, il y a forcément une question de la qualité de cette information qui est redonnée par l'agent conversationnel. Cathy Brem le disait, entre les lignes, il peut y avoir aussi une idéologie de ces acteurs qui en sont à l'initiative, peut-être une façon de penser à l'américaine. Il y a des hallucinations, on le sait. Il y a même parfois une manière de concevoir pour les journalistes des articles pour pouvoir intégrer justement ces grands modèles de langage. Il y a encore peut-être un risque aujourd'hui d'avoir recours justement aux agents conversationnels. Est-ce que c'est aussi fiable que lorsqu'on ouvre justement Le Monde ? Non, vous avez évidemment raison. Il y a un risque très important pour les gens qui les utilisent. Est-ce que le risque serait moins important si Le Monde était absent ? Au contraire, le fait que Le Monde soit référencé par ces modèles leur donne accès à une information fiable, rigoureuse. On a aujourd'hui 560 journalistes salariés. Donc moi, je préfère mettre cette métière à disposition pour essayer de fiabiliser les réponses. Notre accord prévoit aussi que quand il y a des hallucinations, quand il y a une déformation des propos du Monde, ce soit corrigé immédiatement. On a des gens qui veillent à ça. Mais se dire que puisque ces agents ne sont pas fiables, il ne faut pas y participer, alors même que, comme Bruno le rappelait, on a plusieurs générations qui sont en train d'avoir recours massivement, ce serait, à mon avis, naïf et irresponsable. Donc, on a besoin d'être là-dessus. On a besoin, ces modèles, pour être fiables,
ont besoin d'avoir accès à nos données. Il y a un bon exemple, un exemple étranger qui était mentionné dans votre introduction qui n'a pas été repris. C'est intéressant, c'est le New York Times. Quand Le Monde a signé avec OpenAI, beaucoup de mes confrères, certains journalistes nous ont dit « mais vous comprenez, vous signez avec OpenAI alors que le New York Times, lui, est en procès ». C'était vrai et faux. New York Times avait annoncé quelques semaines avant être entré en négociation exclusive avec OpenAI. Donc il n'y avait pas d'objection principielle. Ils trouvaient que c'était normal de négocier. Puis ils n'ont pas trouvé d'accord sur le prix. Et donc, ils ont attaqué ce qui est, aux États-Unis, une forme de négociation. La négociation continue au tribunal. Et puis, il y a quelques mois, pendant l'été, ce que ne rappelait pas votre chapeau, le New York Times a annoncé qu'ils avaient signé un accord avec Amazon. Ça prouve bien que même le New York Times, qui est une forme de cathédrale journalistique, a considéré qu'il était important pour eux, pas seulement que pour leur modèle économique, mais aussi pour leur rayonnement, de trouver les termes d'un accord avec un de ces grands acteurs. Voilà, ce que vous nous dites, c'est que justement cette attaque en justice de New York Times, qu'on présente souvent comme étant le grand défenseur, on va dire, des journalistes face aux agents conversationnels, n'est pour vous que le fruit d'une négociation non aboutie qui se poursuit dans les tribunaux. Et on avait évidemment suivi ensuite ces accords avec Amazon qui ne sont pas de la même nature tout de même que ceux qui ont été signés, que vous avez signés avec OpenAI, puisqu'il s'agit juste de contenu qui est apporté par rapport aux différents produits d'Amazon qui viendrait justement être agrégé. Mais j'entends évidemment ce que vous dites. Une question justement de nos auditeurs qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de France Culture. D'ailleurs, je vous renvoie à ce live si vous voulez participer au débat. Une start-up américaine, Particle News, propose un bouton magique. Réécris-moi cet article comme si j'avais 5 ans. Et en un clic, l'IA simplifie l'information. Qu'en pensez-vous? Pour prolonger justement cette question, et c'est souvent d'ailleurs ce que l'on entend comme reproche par rapport à ces agents conversationnels, c'est la simplification. On sait très bien que le monde est complexe, il est nuancé, le travail journalistique permet justement ce discernement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de simplification en ayant recours aux agents conversationnels, Bruno Patino? Il y a beaucoup de risques avec les agents conversationnels. C'est-à-dire, je pense qu'aucun de nous ici nous dit c'est formidable, ces outils nous font faire un progrès formidable dans la façon dont on va avoir de s'informer. Ça nous fait progresser sur la rapidité, sur plein de choses. Il y a d'autres dangers dont on ne parle pas, moi, qui ont trait à la personnalisation. Je crois que quand même, dans la notion d'information, Le Monde, France Télé, Arte, et on essaie de rassembler des gens autour d'une même information pour avoir une réalité partagée et permettre le débat public. Donc que les agents conversationnels ou les IA comportent des dangers sociologiques ou des dangers qualitatifs ou des dangers presque philosophiques par rapport à l'information, c'est un fait. Mais après, vous pouvez aussi essayer à un moment, parce que c'était les mêmes... moi j'étais là au début du web, c'était les mêmes critiques qu'on faisait au début du web. Vous pouvez essayer d'y apporter 1, de la qualité, 2, de la maîtrise et 3, de la régulation. Donc c'est compliqué. C'est ce qui manque en ce moment, de la régulation, on le sait tous. Hein. On est bien d'accord. Mais si vous voulez, malgré tout, Louis Dreyfus faisait état des droits voisins tout à l'heure. Au début du web, ça n'existait pas. La lutte n'est pas vraiment terminée en réalité, si on regarde bien. Mais des choses se discutent. Donc, si vous voulez, l'éléphant dans la pièce, là, pour répondre à la question de votre auditeur, d'une certaine façon, c'est que, moi, ma conviction en tout cas, c'est que si on laisse évidemment les fournisseurs d'intelligence artificielle générative, les GAFAM aujourd'hui, sans règles et sans limite, ce qui a l'air d'être la volonté du président américain actuel, alors oui, le déséquilibre sera tel entre le modèle économique de l'attention ou abonné de ces machines et le modèle de l'information que l'information va y perdre beaucoup. Maintenant, je suis absolument d'accord avec Louis Dreyfus quand il dit que si à un moment donné, des données qualitatives ne rentrent plus dans ces agents conversationnels, on va avoir une perte d'intérêt général et une perte de la qualité de l'information de l'ensemble de nos concitoyens. Donc on navigue dans un contexte qui est effectivement beaucoup moins protecteur des outils d'information ou des médias d'information qu'il ne l'était auparavant. Juste pour rebondir quand même. Bien sûr, ce que vous venez de dire est intéressant sur la question justement du lien et de la personnalisation, parce que c'est vrai que on avait jusqu'ici des contenus partagés. On avait des contenus référentiels. On achetait Le Monde, on l'achète toujours, on est d'accord, mais on pouvait finalement avoir accès au même article et commenter ce même article. Quand on arrive justement avec un usage de plus en plus important de ces outils et cette personnalisation dont vous parlez, qui est au cœur même de ce modèle économique, il y a un risque donc de délitement, c'est ce que vous nous dites. Pour moi, c'est le danger principal à terme.
Il y a deux dangers. Le danger sur le modèle économique de l'information, Louis en a parlé. Et pour moi, le danger, j'allais dire social, ou en termes d'espace public, c'est ça. C'est que nous ne vivrons plus la même histoire. Et on a vu, et là je rejoins un peu ce qu'a dit Cathy moi-même tout à l'heure, c'est-à-dire les réseaux sociaux ont concouru aussi à cette espèce de réalité fragmentée, diffractée, de cette fragmentation générale. Et les IA, pour moi, aujourd'hui, c'est l'étape supérieure, ou la nouvelle étape de cette fragmentation. Donc comment nous, on arrive avec notre métier, puisque le journalisme, c'est de raconter la même histoire pour tout le monde, basée sur des faits, comment on arrive à un moment donné à remettre un peu de commun dans des outils qui sont faits pour la fragmentation. Est-ce qu'il faut refuser les outils ? Je ne le crois pas, parce que sinon, ça ne protège pas la société de la fragmentation. Au contraire, ça augmente pour moi son exposition à la fragmentation. Mais vous dire qu'on est en rapport de force pour déterminer auprès de ces outils le fait de faire du commun autour de la réalité factuelle, bien sûr que non. Et c'est bien pour ça qu'à un moment donné, la régulation, pour moi, doit être le troisième volet par rapport aux négociations individuelles qu'on peut avoir. Juste, vous avez mentionné les états généraux de l'information. Alors, on ne sait pas, il y a un projet de loi aujourd'hui, mais la circonstance politique actuelle rend les projets de loi, on va dire... incertains. On va utiliser cet understatement. Mais dans les conclusions des états généraux de l'information, il y avait tout un volet de régulation européenne, et notamment d'obligation d'affichage de l'information, d'obligation de... Enfin, il y a des choses qu'on retrouve déjà un peu dans le DMA et le DSA, le Digital Market Act et Digital Service Act. De réglementation européenne, qui sont aujourd'hui attaquées par le président Trump. Mais on voit bien qu'on a besoin de ça justement pour qu'à un moment donné, ces outils-là respectent un certain nombre de règles. Parce que je ne crois pas que ces règles pourront être respectées juste parce qu'elles existent dans des contrats. Cathy Brem, je crois que vous souhaitiez réagir justement sur cette fragmentation peut-être de ces machines conversationnelles. Mais c'est en effet, on est un peu dans des bulles de filtre puisqu'en fait, sur les réseaux sociaux, on avait les bulles de filtre où on se retrouvait avec les gens du même avis et donc on était confirmés dans son propre avis. Mais au moins, on était avec d'autres gens encore. Aujourd'hui, dans les interfaces conversationnelles, on est tout seul face à la machine qui, en plus, on l'a vu de plus en plus, a tendance à aller dans notre sens. Pourquoi ? Parce qu'elle a envie de nous engager, parce qu'elle a envie qu'on reste avec elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça marche très très bien puisqu'on est face à des machines qui ont l'air extrêmement empathiques et qui parlent comme un ami et qui peuvent nous répondre sur tout, pas que sur l'information, en fait, qui nous accompagnent sur toute la journée, sur toutes nos questions qu'on peut se poser. Donc on lui donne toutes nos données et c'est là, j'imagine aussi, une part du modèle économique de ces plateformes, puisqu'on se pose à chaque fois quand même la question. Ce sont des plateformes qu'on peut utiliser aujourd'hui gratuitement. Donc, quel est le modèle économique ? Ce n'est pas forcément que de signer des contrats avec les différents éditeurs. Alors, quel est le modèle économique ? Mais justement, on ne le sait pas encore. En tout cas, moi, je ne sais pas. Si quelqu'un le sait, je suis contente de l'entendre. Mais en tout cas, ce sont les données. Bruno Patino. Vous l'avez dit, je crois. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est l'économie de l'attention. Et là où je rejoins Cathy Brem, c'est que les IA, c'est l'économie de l'engagement, clairement. Et donc voilà, c'est ça le modèle. Donc l'engagement, c'est-à-dire passer le plus de temps possible entre interaction, en fusion, en empathie avec cet agent-là. Pour vous proposer des choses qui peuvent être des produits, des services, des choses comme ça. Voilà, parce que je pense que c'est important de le dire aussi, parce qu'on n'en parle pas suffisamment à mon sens, mais il y aura forcément une économie qui va venir dans de la publicité, qui va être suggérée sans doute à un moment donné par ces moteurs-là. Il y aura sans doute des placements de produits qui seront induits dans les réponses, dans une économie finalement très classique du marché de l'attention, avec des annonceurs qui viendront, parce qu'effectivement, on a par exemple, je regardais l'autre jour, cette IA qui se spécialise dans le fait de vous aider quand vous avez été ghosté. Donc ghoster, c'est-à-dire à un moment donné, votre amoureux ou votre amoureuse vous ignore, vous répond plus, ou ça peut être aussi un employeur qui vous avait fait passer des entretiens. Et donc, ils ont développé une IA, elle peut être payante. Vous voyez, elle va vous amener, vous allez vous engager auprès d'elle, vous allez lui raconter ce qui vous est arrivé, pourquoi cette personne ne vous répond plus, etc. Et vous allez être prêt à payer pour ce service. Donc il n'est pas uniquement basé sur l'attention, ça c'est la publicité, mais ça peut être sur l'engagement parce que justement, là je rejoins totalement Cathy Brem, c'est-à-dire que on développe, nous, un sentiment de très forte empathie
par rapport à ces outils qui, technologiquement parlant, arrivent à nous engager, à nous faire croire qu'ils sont là pour nous. Et avec un phénomène, je donne la parole à Ludwig dans un instant, qu'on connaît bien dans les entreprises de la tech, pour aussi répondre à votre question, Cathy Brem, de c'est gratuit au début pour atteindre une masse critique, et une fois qu'il y a justement un réflexe, presque une dépendance par rapport à l'outil, cet outil gratuit commence à devenir payant à une petite échelle, puis une moyenne échelle, et puis une grande échelle. Ça peut être une solution. Justement, vous parlez d'engagement, Bruno Patino. À partir du moment où on est engagé avec un outil qui nous rend 1000 services au quotidien, et que cet outil coûte 5 $ par mois maintenant, ou 5 € par mois pour être utilisé, peut-être qu'on y va. Louis Dreyfus. Je vais essayer de positiver aussi cette notion d'engagement. Nous, au bout d'un an avec ChatGPT, OpenAI, on commence à avoir des résultats. Parmi les éléments qui nous étaient opposés quand nous avons annoncé la signature de cet accord, on nous a dit mais les gens vont se contenter de ce que ChatGPT va leur proposer de la production du monde et nous allons perdre en recrutement d'abonnés. Aujourd'hui, on a presque 600 000 abonnés numériques, ça couvre à peu près les coûts de l'ensemble de la rédaction, donc c'est le cœur de notre modèle économique. Qu'est-ce qu'on voit un an plus tard? C'est qu'une citation du Monde dans un article de ChatGPT nous permet de convertir en abonnement payant au Monde 20 fois plus qu'un article du Monde sur Facebook et 50 fois plus qu'un article du Monde repris sur Discover. Donc il se trouve qu'on a une expérience pour l'instant limitée, mais limitée à 18 mois. Eh bien, ceux qui voient des citations du Monde dans ChatGPT ont une propension beaucoup plus forte à s'abonner au Monde, donc à trouver une relation directe et monétisée avec nous que les moteurs de recherche. Mais ça, vous arrivez techniquement à le voir que voilà, une source qui vient du Monde via ChatGPT va vous permettre d'avoir X. Vous avez gagné combien d'abonnés? Vous pouvez nous dire combien d'abonnés vous avez gagné par rapport à justement cet outil? On essaie de garder ça pour nous. Ça fait beaucoup de secrets déjà. Le montant, pas d'abonnés, c'est un peu opaque. Alors, on a pas mal de choses secrètes. Après, on a trois éléments qu'on essaie de répéter à l'envi. C'est qu'il y a 15 ans, il y avait 300 journalistes salariés en CDI au Monde. Aujourd'hui, il y en a 560. Ça, c'est une réalité. La deuxième, c'est qu'il y a 15 ans, on était acheté par 240 000 personnes tous les jours. Aujourd'hui, on est proche des 600 000. Et la troisième chose, c'est que nous sommes rentables depuis 7 ans. Donc moi, je martèle ces trois frais en disant, après, laissez-nous construire un modèle qui est aujourd'hui très strictement indépendant, puisque maintenant on est détenu par une fondation, et que si signé avec Le Monde, c'est pour une plateforme américaine avoir le risque que quelques semaines ou quelques mois après, sur France Culture, on partage l'ensemble de nos données, ce serait une raison de plus pour ne pas signer avec nous. Donc je vais garder ces données pour moi. En revanche, en proportion, je me permets de vous dire, on ne peut pas dire qu'on accueille favorablement le référencement des éditeurs comme Le Monde sur les moteurs de recherche et refuser qu'ils soient présents sur ChatGPT quand on voit qu'on est entre 20 fois et 50 fois plus à même de convertir des abonnements par ces plateformes. Donc l'engagement, c'est exact, mais je vous dis, il y a aussi une notion positive de cet engagement, c'est-à-dire que le niveau de confiance qu'ont à tort ou à raison les utilisateurs pour ces plateformes se traduit par un engagement supplémentaire vers les éditeurs. J'imagine que cet engagement, cette conversion de la découvrabilité, de la découverte justement du Monde via ChatGPT pour ensuite devenir un abonné, ils ne s'abonnent pas en papier, ces gens-là, ils s'abonnent peut-être au numérique. Au numérique, ouais. Le papier a un avenir ? Le papier a un avenir. On reste, nous, on considère que dans les 15 prochaines années, il y aura encore une édition papier du Monde. Ouais. Mais ce n'est pas les mêmes générations. Donc, en revanche, penser qu'un ado de 16 ou 19 ans, moi je suis directement concerné, va s'abonner à l'édition papier du Monde, je n'en suis plus là. Donc, voilà. Moi, je les amène vers l'abonnement numérique. D'où ma question quand même sur le papier, qui concerne quand même encore beaucoup de gens. Juste, on parle beaucoup de cet usage de ChatGPT, et on veut bien le croire, puisqu'il est à la base aussi de cette émission. Mais Cathy Brem, est-ce qu'il n'est pas un peu amplifié encore aujourd'hui? Est-ce que finalement, l'information, elle passe quand même globalement par des moteurs de recherche classiques? Est-ce qu'on n'amplifie pas un peu l'usage de l'information sur des agents conversationnels? Pour les agents conversationnels et l'information, peut-être, parce qu'on parle entre médias, donc forcément on est concerné par l'utilisation de l'information sur ces moteurs. Pour le commun des mortels, ils ne l'utilisent pas forcément pour s'informer. Ils l'utilisent pour plein d'autres choses, mais pas pour l'information. Mais ça monte en fait. On a vu dans le dernier Digital News Report du Reuters, il y avait quand même 15% des moins de 25 ans qui
ont déclaré qu'ils utilisaient ces interfaces conversationnelles pour s'informer. Le chiffre est bien évidemment beaucoup plus bas vers les générations plus anciennes, mais en fait, c'est en train de changer parce que tout simplement, on y passe beaucoup de temps. Donc forcément, avec tout le temps qu'on y passe, on va aussi s'y informer. Donc c'est plutôt logique. Après, les jeunes générations continuent à s'informer non pas sur nos plateformes à nous, sur nos sites internet, mais sur TikTok. Donc c'est une tendance qui n'est pas morte parce qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout la même utilisation d'un chat GPT qu'un TikTok. TikTok, c'est de la vidéo. Sur chat GPT, aujourd'hui, on n'a pas de vidéo. Donc on a pour l'instant deux évolutions parallèles auprès des jeunes générations qui continuent quand ils nous disent qu'ils vont s'informer. Après, quand quelqu'un de cette génération dit qu'il va s'informer, c'est pas du tout la même chose que ce que nous, on entend sur s'informer. Ce ne sont pas les mêmes formats. Ce sont des formats beaucoup plus courts. Ce sont des formats qui sont aussi parfois dans l'explication. Et ce qui est intéressant avec ces générations et avec d'autres générations aussi sur les interfaces conversationnelles, c'est tout simplement qu'on peut vraiment percevoir et interagir avec l'information d'une nouvelle façon. On est dans ce qu'appelait une journaliste la dividende de l'intimité parce qu'on peut lui poser des questions, on peut aller plus loin et donc on peut accéder à de l'information parfois avec des gens qui n'y accédaient plus du tout parce qu'ils ne comprenaient pas la façon dont on écrivait, la façon dont on formulait des articles, qu'ils avaient des questions sur des termes qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, ça devient aussi un moyen d'accès à l'information. Mais effectivement, nous, entre médias, on en parle beaucoup, mais c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est pas le premier usage de cette interface. Et après, demain, peut-être qu'on va se dire aussi, si on regarde la Chine, on va peut-être limiter le temps d'utilisation de ces interfaces, puisqu'en fait, en Europe, on n'en parle jamais, mais TikTok, l'équivalent en Chine est limité en temps d'utilisation. Donc peut-être, si on veut passer un peu d'autres choses, pas forcément lire le journal en papier, mais faire autre chose, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on doit demain passer 24 heures avec ChatGPT toute la journée ? Vous dites on n'en parle pas encore, mais on en parle beaucoup de la régulation en ce moment, de la limite des écrans, pas forcément des agents conversationnels, quoique on parle du smartphone, on parle aussi de toutes les problématiques qu'il y a lieu aux États-Unis de ces adolescents de 16 ans qui ont été peut-être poussés au suicide via un agent conversationnel, du moins il y a des procès qui sont en cours, même si on s'éloigne un peu de l'information, ça éclaire quand même le genre de relation que l'on peut mener par rapport et avec ces agents d'intimité. Juste Bruno Patino, j'imagine que vous réfléchissez depuis longtemps à toutes ces questions-là. Est-ce que l'avenir d'un média sera forcément conversationnel ? C'est-à-dire que lorsqu'on est Arte par rapport à l'ensemble justement des contenus que l'on peut proposer, Cathy Brem parlait justement du média qui va poser des questions. Avant, effectivement, on était des utilisateurs, on allait vers un média pour avoir des réponses. Là, on voit que ce média peut aussi nous parler, converser avec nous. Est-ce que c'est une tendance véritable ? Je ne sais pas si c'est une tendance, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'à un moment donné, si vous voulez, vous ne pourrez pas à un moment converser, non pas avec votre média, mais avec votre programme ? C'est vraiment une question qu'on se pose. Je n'ai pas la réponse. Technologiquement, c'est un peu complexe, mais on pourrait imaginer, par exemple... Alors, ça se teste déjà avec les podcasts parce que c'est de l'audio et c'est assez facile. J'imagine que ça peut se faire avec la presse écrite. Mais c'est vrai qu'on se pose la question parfois, est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez, par exemple, quand vous aurez un documentaire sur ce qui se passe en Ukraine, vous aurez la capacité, sans interrompre nullement ce qui est en train d'être fait, de dire « j'ai pas compris là ce que tu viens de me dire, qu'est-ce que ça en est ?» Et puis le programme, entre guillemets, qui vous répondra en disant bah, « je te réexplique, etc. » Ça, c'est passionnant, vous imaginez ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr que c'est passionnant parce que dans ce qu'a dit Cathy, et je vais répéter ce qu'elle a dit parce que juste pour le souligner, parce qu'elle l'a très bien dit, quand cette journaliste parle de dividende de l'intimité, ça veut dire que vous osez, avec les agents conversationnels, poser des questions que vous n'oseriez pas poser à un être humain parce que vous auriez peur du jugement social. C'est en tout cas la thèse de la journaliste dans ce papier qui est remarquable, qui est de dire si les jeunes utilisent ça, c'est parce qu'ils peuvent poser des questions, pas seulement dans le terme de l'information, elle a tout à fait raison, dans tous les domaines. D'où le côté justement je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Psychologique, oui. On voit qu'il y a beaucoup plus il m'arrive ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je dois en penser, alors que j'oserais pas en parler à mon frère, à mon copain, à ma mère. Et donc, si vous voulez, cette intimité-là, dans cet engagement, donc on se dit, tiens, est-ce qu'à un moment ou un autre, on ne devra pas tester ça. Après, là où je rejoins Louis et Cathy, d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas obligé de tout tester.
Est-ce que Moi, vous par testez exemple, non, ça, non, mais justement, vous? J'entends bien, mais ça, est-ce ça, que vous on y êtes... travaille parce Voilà. qu'on n'a pas trouvé la solution technique. Mais il y D'accord. a autre chose en revanche sur lequel moi je mets toujours un frein à Arte, c'est la personnalisation. Justement pour les raisons Pour que je vous préserver ai le dites. lien dont vous parliez tout à Voilà. l'heure, ce qui est quand même le but d'un média, enfin, C'est-à-dire l'objectif d'un que moi média. j'ai envie que si vous regardez Arte et si on regarde Arte, on ait la même expérience. Ça ne veut pas dire la même chose au même moment, mais qu'au moins on n'ait pas deux visions totalement séparées et asymétriques de ce que peuvent être Arte. Donc je crois que dans notre métier, il y a encore une fois le fait que si on va dans l'ultra-personnalisation, dans ces cas-là, l'idée même de média ne veut plus rien dire. Autrefois, on était des intermédiaires. Avec le monopole de l'intermédiation entre l'information. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, c'est circulaire, ça se refait, ça se refragmente, ça se remet, etc. Mais au moins, il faut qu'on garde quelque chose qui est le commun. Donc, ce qu'on ne teste pas à Arte, c'est les outils d'hyper-personnalisation. Voilà. Donc, en clair, si on parle, on utilise plus les données programmes que les données utilisateurs, pour être très clair et parler d'un point de vue numérique, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a plus de travail à faire du côté de l'utilisation des données programmes, comment on les relie sémantiquement les unes avec les autres, en termes de parcours, en termes d'humeur ou autre, plutôt que la donnée utilisateur pour être sûr que Louis Dreyfus, Cathy Brem et Bruno Patino auront des Arte totalement personnalisés qui n'auront rien à voir avec ça. Parce que vous défendez des valeurs, parce que vous êtes un média public avec une éthique, mais avouez que ce n'est pas le cas de tout le monde, et qu'il y a beaucoup de médias qui, justement, sur cette dividende de l'intimité, vont aller très fortement, puisque ça fait partie aussi de l'écosystème numérique aujourd'hui. Oui, mais les médias, si vous voulez, les masses médias, ce qui leur reste, c'est plus la masse, puisqu'on a la multitude maintenant. Ouais. C'est plus le modèle industriel, puisque on est sur des modèles, mais c'est quand même l'idée, à un moment donné, de rassembler des gens et de produire du commun. Donc je pense que quand même, on est assez nombreux à se dire qu'on a quand même encore des communautés ou de l'espace public à construire. Encore en commun, l'espoir de faire du commun. Cathy Brem. Et j'irais même un tout petit peu plus loin sur cette question de donner des contenus et donner des utilisateurs. Je pense qu'il faut vraiment qu'on investisse un maximum de moyens sur la qualité de nos contenus que l'on fabrique et non pas sur la diffusion de ces contenus. Nous, vraiment, la valeur qu'on apporte, ce sont des journalistes que nous avons dans nos rédactions et ce sont des gens qui sont capables de fabriquer du contenu de qualité. Et c'est d'ailleurs ce qui est sollicité aussi par les plateformes, par OpenAI, par ChatGPT, par Perplexity. Ils en ont besoin pour à la fois d'un côté entraînement et d'un côté diffusion de l'information. Donc nous, il faut vraiment que l'on ne perde pas le sens du travail que l'on fait et qui est de faire un travail de qualité qui rassemble un maximum de gens. Et encore une fois, parce qu'on est deux médias de service public autour de la table, parce que c'est notre mission aussi. Alors vous avez parlé justement depuis le début de cette émission de fragmentation de l'espace numérique informationnel, de ces agents conversationnels qui peuvent avoir un lien très intime avec l'utilisateur, qui devient même un dividende. Alors on entend justement les ambitions des uns et des autres, mais pour les agents et les acteurs étrangers qui font de l'ingérence par exemple, ces outils-là sont des outils assez merveilleux pour la propagation de ce qu'on appelle la désinformation ou la mésinformation. Je vous propose d'écouter un extrait du journaliste Jean-Marc Manac qui en parle et ensuite vous faire réagir. C'est devenu une véritable industrie aujourd'hui de créer des sites d'information générés par IA pour arriver à percer sur Google Discover parce que ça peut ramener plusieurs dizaines de milliers de pages vues, voire dizaines de milliers d'euros par article. Outre le parasitisme par rapport aux médias professionnels, c'est une véritable pollution, au sens où c'est des informations qui ne sont pas fiables, parce qu'elles n'ont pas été vérifiées par un être humain. Et donc, dans certains cas, les informations sont erronées. Et donc, on ne peut pas faire confiance à ces sites-là. On ne peut pas faire confiance à ces sites-là. On a vu justement un rapport récent du NewsGuard, une start-up américaine qui veille justement à la désinformation sur le numérique. La désinformation, on entend en plus parler, on sait que c'est une menace qui est forte et ces agents conversationnels sont assez facilement intoxicables. Quel est votre point de vue sur cette menace-là, Louis Dreyfus ? On est tous conscients, je pense, autour de la table de cette menace. On l'est d'autant plus au monde que notre viabilité économique dépend de notre capacité à convaincre des lecteurs de payer pour avoir accès à une information qui, par ailleurs, pourrait être gratuite. Donc, nous, on nous avait annoncé que très vite, notre courbe d'abonnement numérique plafonnerait, comme ça a été le cas pour d'autres ou dans le passé. Dans la réalité, je pense que dès qu'il y a des crises qui
s'annonce et les dernières années ont été particulièrement riches en la matière. On voit des lecteurs qui reconnaissent le besoin d'avoir accès à une information fiable, sourcée, rigoureuse, faite par des personnes identifiées, comme vous le disiez. Et donc là-dessus, je pense que excusez-moi de vous couper, paradoxalement, ce nuage de fake news permet à certains qui ont la capacité d'investir dans des journalistes de se distinguer. Oui, mais je suis étudiant, j'ai 22 ans, j'ai pas beaucoup d'argent, on le sait, le pouvoir d'achat diminue. Je sais, j'ai lu que sur ChatGPT, c'était à peu près fiable parce que justement, il bénéficiait des articles du Monde. J'ai entendu le directeur du Monde sur France Culture me dire que c'était fiable. En plus, où serait mon intérêt, moi, d'aller m'abonner au Monde si je peux avoir la même qualité d'information, du moins dans la promesse, en passant par un moteur de recherche à portée de main? Si vous cherchez à comprendre ce qui se passe en ce moment en Ukraine et que vous cherchez à lire les articles d'Ariane Chemin, ce qui se passe, ce qui s'est passé, la situation en Guyane telle que Florence Aubenas l'a racontée, ChatGPT vous le résumera en une ligne qui ne vous suffira pas. Si c'est pour avoir le résultat de PSG Angers, je vous confirme que ChatGPT vous le donnera de manière très efficace et de manière non onéreuse. Mais nos lecteurs cherchent plutôt à avoir accès à la complexité du monde avec une information très souvent incarnée par une qualité d'écriture. Et ça, ChatGPT ne remplacera pas les articles du Monde. Donc je suis assez à l'aise en pensant et en affirmant que ChatGPT est une porte d'entrée supplémentaire pour de nouvelles générations vers une information certifiée et qualifiée telle que celle du Monde. Juste, oui, Bruno Patino, allez-y. Oui, parce que je voudrais, une fois n'est pas coutume, être un peu optimiste dans ce cas-là aussi. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'appétence pour la réalité, l'appétence pour la complexité diminue. J'entends beaucoup, effectivement, comme toujours, là, oui, les jeunes ne veulent plus, etc. Moi, je peux vous dire, en parlant en tant que président d'Arte, ce qui marche le mieux d'Arte, non seulement sur sa plateforme, mais sur des réseaux comme YouTube, etc., c'est les programmes de géopolitique. C'est-à-dire que, et c'est des programmes de géopolitique parce qu'ils sont signés le dessous des cartes, Arte, etc. C'est-à-dire c'est une marque dans laquelle ceux qui nous regardent ou celles qui nous regardent peuvent avoir confiance. Et moi, je suis alors vraiment, toutes les études que nous, on mène à bien, nous montrent qu'il y a une recherche, d'autant plus parce qu'il y a ce bruit, pollution dont on parlait, il y a une recherche, y compris chez les plus jeunes, j'allais dire presque désespérée, de en qui et en quoi puis-je avoir confiance. Donc tout l'enjeu pour nous, j'imagine comme pour d'autres, c'est de dire on va être là où ils sont, mais on va leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en nous, donc on va se distinguer. Le mot de distinction a été utilisé par Louis Dreyfus à l'instant, moi je le rejoins totalement, c'est de faire en sorte de développer une marque qui soit une sorte de label de confiance en disant dans ce bruit, pollution générale, où tout est dans tout, d'une façon ou d'une autre, avant que tu ailles uniquement sur la plateforme d'Arte, sur le site du Monde ou sur la plateforme de France Télé, même si tu es sur YouTube ou ailleurs, là, tu as une étiquette, un label ou quelque chose, tu peux avoir confiance. Et c'est une porte d'entrée. Je suis absolument d'accord avec cette histoire. C'est-à-dire, c'est une porte d'entrée pour des générations qui sont là et qui ont une appétence. Je ne pense pas que l'appétence pour la complexité du monde et pour la compréhension de ce qui se passe est diminuée, y compris chez les plus jeunes. Sinon, on ne ferait pas des cartons dans les documentaires scientifiques, les documentaires géopolitiques, les documentaires historiques. Certes, mais vous avez prononcé un mot très important qui est celui de confiance, puisque c'est ce qu'on cherche tous en tant que médias. On voit que d'année en année, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, sur les différents baromètres qui nous sont proposés, la confiance est en érosion. Il y a de plus en plus de défiance à l'égard du métier de journaliste. Est-ce que ces agents conversationnels et leur rôle justement dans l'écosystème journalistique permettent d'accentuer ou du moins de réduire cette défiance? C'est une question que je peux vous poser, Cathy Brem, vous qui suivez ça de près, sur la défiance à l'égard du métier journalistique et ces agents conversationnels, quel impact potentiellement ils peuvent avoir? Ben là, le problème, c'est qu'on ne va pas rentrer en conversation avec le journaliste, on rentre en conversation avec un robot. Même s'il y a des journalistes qui créent leur propre robot conversationnel avec leur propre personnalité, comme Nikita Roy qui fait ça, en fait. Donc,
là, on rentre dans une maîtrise technologique de la chose. Quand on va sur ChatGPT, je ne pense pas que converser avec ChatGPT aide à augmenter la confiance dans les journalistes, parce qu'on ne converse pas avec un humain et avec un journaliste, et au contraire, on enlève un peu de ce lien direct que l'on peut avoir, d'humanité, même si c'est remplacé par une pseudo-humanité très 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 réaliste. Mais cette conversation, il faudra plutôt que l'on arrive à la mettre en scène sur nos propres plateformes que l'on a toujours, avec des moyens technologiques que nous sommes aussi en train de tester, ou en imposant une visibilité très très forte de notre marque dans ces nouvelles plateformes, dans ces nouveaux mondes, et ce qui n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est un peu dilué un peu partout, et on ne sait pas d'où vient une information, et on n'a pas forcément cette possibilité, sauf sur Perplexity qui met en avant effectivement très bien le lien vers le média, les sources. Justement sur la question de la confiance, à défaut d'être un média de service public comme les deux autres intervenants, moi je considère qu'au Monde, nous avons néanmoins une mission d'intérêt général, c'est-à-dire de contribuer à la qualité du débat public. Le risque que nous pourrions avoir un modèle économique qui repose sur des lecteurs qui sont susceptibles de payer de plus en plus chaque mois pour être abonnés au Monde, c'est ne parler qu'à une cohorte de plus en plus restreinte et rémunératrice. Donc ça, c'est un risque pour le Monde, et c'est un risque pour le débat public qu'il y ait une grande partie de la population française qui se détourne de toutes les institutions, qu'elles soient politiques, économiques ou médiatiques. C'est déjà un peu le cas. C'est déjà un peu le cas, c'est un phénomène qu'on observe. Donc ça, c'est notre risque. Il n'est pas un risque à court terme, mais c'est un risque existentiel. Pour m'en protéger, ou pour inverser cette tendance, il est nécessaire que je sois présent sur des formats innovants, sur d'autres terrains de jeu qui sont les terrains de jeu de soit des nouvelles générations, soit des gens qui ne nous croient pas. C'est-à-dire que le directeur du Monde, le directeur de la rédaction disent vous pouvez nous faire confiance parce que nous sommes indépendants. Ça n'est pas suffisant. Donc il faut un moment accepter de travailler, de produire sous d'autres formats, en plus du papier, en plus de notre site. Ce que vous faites depuis des années sur TikTok, sur Snapchat, sur tous les réseaux sociaux. Je prends un exemple. Sur Snapchat, on a 1 500 000 abos français. Abonnés. Qui sont abonnés gratuitement, mais qui nous suivent. Chaque jour, on a une édition de 5 papiers qui sont faits en motion design vidéo, qui reprennent la même hiérarchie que la hiérarchie d'édition papier à laquelle vous semblez tenir, mais qui les mettent sur d'autres formats. Je suis peut-être le seul. Mais non, vous êtes pas mal. Hein, et c'est très bien comme ça. Mais, et donc, on a besoin de faire ça. Donc oui, il y a un risque de défiance, mais si on se réfugie sur notre Aventin, qu'on reste sur des vieux formats et qu'on se dise ces outils sont des outils qui sont dangereux, il faut mieux s'en préserver, on n'arrivera jamais à tendre la main, tendre des perches vers ces gens qui ont du mal à faire confiance aux institutions. Et vous dites, allez là où les gens ne nous croient pas, ChatGPT, les agents conversationnels sont pour vous ce terrain de prédilection choisis, ou sont peut-être là où les gens ne vous font plus confiance? Compte tenu de la masse de personnes qui l'utilisent, il y a fort à parier qu'une partie des gens qui ne font pas confiance aux institutions, qu'elles soient politiques ou médiatiques, soient présents là-dessus. Il ne nous reste que quelques secondes dans cette émission. Bruno Patino, pour résoudre le problème de la confiance, en quelques mots, vous allez nous donner la solution miracle? Non, parce que en fait, c'est devenu notre mission. C'est-à-dire hier, à la conférence de rentrée d'Arte, on mentionnait un sondage comme quoi 92% des personnes nous font confiance, mais en réalité, ce n'est pas un acquis, c'est notre devoir, c'est notre boulot. C'est-à-dire que la confiance était un présupposé. Aujourd'hui, comme l'a dit Louis et Cathy, le présupposé, il est inverse. Donc c'est à nous, chaque jour, de prouver qu'on est digne de confiance, y compris et surtout sur les terrains où on ne nous fait pas confiance. Ça, je suis d'accord. Merci à tous les trois, Cathy Brem, Bruno Patino et Louis Dreyfus, de nous avoir fait confiance pour cette première émission. La question de la confiance est aussi une mission de la Fabrique de l'information. C'est pour ça que nous serons toujours à l'écoute de vos questions, de vos réactions. N'hésitez pas à nous écrire et à nous regarder sur la chaîne YouTube de France Culture, à nous suivre aussi en podcast. C'était donc une première et je remercie Camille Maty qui l'a réalisé, Jean-Guilain Mège à la technique, Félix Delafort à la vidéo et évidemment Joséphine Reinhardt à la préparation de cette émission. Puis je remercie aussi la direction de France Culture de nous offrir cette case. Rendez-vous donc la semaine prochaine.